18 ans après avoir adopté une fillette de 4 ans qui mendiait de la nourriture auprès de des étrangers, une femme milliardaire est entrée à sa remise de diplômes universitaires, a remis à ma fille les clés d'une maison de 5 millions de dollars et a dit : « Tu as prouvé que tu es digne de rentrer à la maison. » Ma fille a pris les clés. Et pendant quelques secondes, j'ai oublié comment respirer. Je m'appelle Diane Mercer. J'avais 57 ans ce printemps-là, et jusqu'à ce samedi à Evanston, dans l'Illinois. Je pensais que le moment le plus difficile du week-end serait de traverser la remise de diplôme. D'Emma sans l'embarrasser en pleurant. J'étais monté de Columbus la veille dans ma Honda Accord de 11 ans, qui s'était mise à faire un léger cliquetis quelque part vers Indianapolis. Emma m'avait dit de ne pas m'en faire. J'avais répondu à Emma que c'était facile à dire quand ce n'était pas sa transmission. Ce matin-là, je portais une robe marine que j'avais achetée chez Macy's après en avoir essayé 7 autres. Apparemment, la ménopause avait modifié ma relation avec les fermetures éclairs sans me consulter. Emma avait ri en voyant ce que j'avais mis dans mon sac à main. Des mouchoirs, de l'Advil, des lunettes de lecture, du chewing-gum à la menthe, des pansements. 3 épingles à nourrice, une barre de céréales. Maman ? Avait-elle dit. Nous allons à une remise de diplôme. Pas traverser la piste de l'Oregon. RDS bien. Tu auras besoin de quelque chose là-dedans avant midi. Elle m'avait embrassé sur la joue. C'était nous. C'était nous depuis 18 ans. La première fois que j'avais vu Emma, elle n'était pas ma fille. C'était une fillette maigre de 4 ans qui se tenait devant un crochet dans l'est de Columbus, demandant à des étrangers s'ils pouvaient lui acheter quelque chose à manger. Je m'étais arrêté après le travail pour du lait et de la lessive. Je l'avais remarqué parce qu'elle portait une basket rose et une grise. Une petite fille de cet âge n'aurait pas dû être seule. J'avais demandé où était sa mère. Elle avait désigné vaguement le parking. J'avais appelé la sécurité du magasin. Ils avaient appelé la police. Ce qui avait suivi avait pris des mois, pas des jours. Les services de protection de l'enfance avaient découvert qu'Emma avait été confiée à un tuteur instable qui disparaissait pendant de longues périodes. Elle était allée dans un foyer d'accueil d'urgence. J'étais rentré chez elle et je n'avais pas pu m'empêcher de penser à elle. Finalement, j'avais fait les formalités administratives, les enquêtes de antécédents, les visites à domicile, la formation. Je suis devenu une famille d'accueil agréée. Des mois plus tard, Emma était venue vivre chez moi. L'adoption avait pris beaucoup plus de temps. Il y avait eu des audiences, des assistants sociaux, des rendez-vous manqués par des adultes censés se présenter, et plus de paperasse que je ne savais exister. Finalement, je suis devenu sa mère légalement. À ce moment-là, je l'étais déjà de toutes les manières qui m'importaient. J'avais 39 ans et j'étais célibataire. Je m'occupais de la paie pour un distributeur de produits alimentaires près de Columbus. Ce n'était pas glamour, mais l'assurance était correcte et mon chèque arrivait quand il le fallait. On s'en sortait, généralement. Il y avait eu des appareils dentaires avec un plan de paiement. Des compétitions de natation à 6 heures le samedi matin. Un ordinateur portable remis à neuf pour le lycée. Une Honda Civic d'occasion quand elle avait eu 16 ans. J'avais un jour refusé un poste de direction parce qu'il exigeait de voyager près de la moitié du mois. Et il y avait eu Greg. Greg et moi étions sortis ensemble sérieusement quand Emma était à l'école primaire. Un soir, après avoir annulé un dîner parce qu'Emma avait de la fièvre, il avait dit : « Toute ta vie tourne autour de cette gamine. » Je me rappelle l'avoir regardée à travers ma cuisine. Elle a 9 ans, Greg. C'est censé être le cas. Cette relation n'avait pas duré beaucoup plus longtemps. Je ne prétendrai pas avoir traversé chaque sacrifice avec le sourire. Certaines nuits, j'étais épuisé. Il y a eu des années où je m'inquiétais pour l'argent. Des années où je me demandais si j'aurais un jour une vie personnelle. À 57 ans.
Mes genoux se plaignaient dans les escaliers et mon compte d'épargne retraite était plus petit qu'eux. Je ne l'avais prévu. Mais ce samedi-là, en regardant Emma traverser la Seine à Northwestern avec les honneurs en génie biomédical, aucune de ces choses ne semblait particulièrement importante. J'étais si fier que je pouvais à peine applaudir. Ensuite, nous nous sommes frayés un chemin dans la foule pour prendre des photos. C'est là que j'ai remarqué qu'Emma consultait son téléphone, une fois, puis deux. Tout va bien? Oui. Elle l'a consulté une troisième fois. Je lui ai jeté ce regard que les mères développent quelque part au collège. Elle a soupiré. Il y a quelqu'un ici dont je n'étais pas sûr qu'il viendrait. Qui? Emma n'a pas répondu. Elle regardait au-delà de moi. Une femme s'avançait vers nous. La cinquantaine, peut-être. Costume ivoire, lunettes de soleil sombre. Le genre de port de tête qui faisait s'écarter les gens sans qu'on le lui demande. Une femme plus jeune la suivait avec un homme portant un porte-document en cuir. Le visage d'Emma s'est vidé de sa couleur. Maman? Quoi? C'est elle. Je me suis retourné. Qui est-elle? La femme s'est arrêtée devant nous et a retiré ses lunettes de soleil. Emma. Sa voix a légèrement tremblé. Puis elle m'a regardé. Vous devez être Diane. Je n'ai pas aimé qu'elle connaisse mon nom. Oui. Elle a tendu la main. Victoria Caldwell. Ce nom ne me disait rien. Puis elle a dit, je suis la mère biologique d'Emma. J'ai regardé Emma. Elle évitait de croiser mon regard. Tu savais pour ça? Seulement depuis quelques semaines. Elle m'a envoyé un courriel. Je ne savais pas si c'était vrai. Il y a quelques semaines? J'allais te le dire, est intervenue Victoria. J'ai demandé à Emma de me laisser m'expliquer en personne. Cela m'a irrité immédiatement. Vous avez demandé à ma fille de me cacher cela. Maman? A dit doucement Emma en s'éclaircissant la gorge. Je me suis arrêté. Elle avait 22 ans. Pas 12. Cette distinction m'a soudain semblé très importante. Victoria a ouvert le porte-document en cuir et a sorti une photographie. Elle montrait une immense maison en pierre entourée d'arbres. C'est à Lake Forest, a-t-elle dit. Emma a froncé les sourcils. Victoria a ensuite tendu une petite boîte en cuir. Emma l'a ouverte. Des clés. Qu'est-ce que c'est? La maison. Emma l'a dévisagée. Victoria a souri. C'est à toi. J'ai cru un instant avoir mal entendu. Plus tard, j'ai appris que la propriété valait près de 5 millions de dollars. Sur le moment, tout ce que je savais, c'est qu'une étrangère était apparue après 18 ans et donnait à ma fille plus d'argent que je n'en avais gagné de toute ma vie. Victoria a touché la main d'Emma. Tu as prouvé que tu es digne de rentrer à la maison. Ce mot m'a dérangé. Prouver. Comme si Emma avait passé toute sa vie à passer un examen sans le savoir. Emma a baissé les yeux sur les clés. Puis elle les a prises. Mon estomac est tombé et je me suis détesté pour ce qui a traversé mon esprit. Peut-être que ça suffit. Non pas qu'Emma était superficielle. Mais parce qu'elle avait 22 ans et que quelqu'un venait de lui offrir une vie que je n'aurais jamais pu lui donner. Emma s'est tournée vers moi. Maman. J'ai réussi à la regarder. Elle a serré ses doigts autour des clés. Avant de décider quoi que ce soit, je dois entendre pourquoi elle est revenue.
Puis elle a regardé Victoria. Victoria a souri. Et debout là, au milieu de centaines de familles heureuses prenant des photos de remise de diplôme. J'ai compris une chose. Quoi que Victoria Caldwell soit venue chercher, cela ne se terminerait pas par une maison. Victoria nous a invités à dîner ce soir-là dans un endroit du centre-ville de Chicago où les menus n'affichaient pas les prix. Cela seul m'avait tout dit sur le restaurant. J'ai dit à Emma que je n'y irais pas. Elle était assise sur le bord du lit d'hôtel, portant toujours la robe qu'elle avait sous sa toge de remise de diplôme. Les clés de la maison de 5 millions de dollars sur la table de nuit à côté de son téléphone. Maman? Non. J'ai besoin de réponses. Tu peux obtenir des réponses par téléphone. Elle m'a regardé. Non. Je ne peux pas. J'ai croisé les bras. C'était une position ridicule à tenir. Je le savais même en le faisant. Emma avait passé 18 ans à ne presque rien savoir d'où elle venait. Une femme venait de débarquer à sa remise de diplôme pour annoncer qu'elle était sa mère biologique. Bien sûr qu'Emma voulait des réponses. Mais vouloir que quelque chose soit raisonnable et y être émotionnellement préparé sont deux choses très différentes. Tu ne dois pas un dîner à cette femme. Ai-je dit. Je sais. Alors pourquoi on y va? Emma a baissé les yeux sur ses mains. Parce que je dois savoir pourquoi elle m'a abandonné. Cela a mis fin à la discussion. J'y suis allé. Le restaurant était au 2e étage d'un hôtel près de la rivière. Nappe blanche, éclairage tamisé. Serveur qui remplissait d'une manière ou d'une autre votre eau sans que vous les voyiez le faire. Victoria était déjà là. 4 autres personnes aussi. Le premier homme s'est levé dès qu'Emma s'est approchée de la table. Il avait la cinquantaine, était grand, avait les tempes grises, un costume coûteux. Mais pas de cravate. Il l'a simplement fixé, pas impoliment. Plutôt comme s'il avait oublié que d'autres personnes étaient dans la pièce. Emma? A-t-il dit. Elle s'est arrêtée. Victoria se tenait à côté de lui. C'est Richard. Quelque chose dans son ton a fait se contracter mon estomac. Richard a regardé Victoria, puis est revenu à Emma. Mon mari. A ajouté Victoria. Emma a froncé les sourcils. Richard a fait un pas en avant. Victoria a fini par le dire. Et ton père? Personne n'a parlé. Le visage d'Emma est devenu vide. Celui de Richard ne l'était pas. C'était pire. Il avait l'air dévasté. Tu es sûr? A-t-il demandé à Victoria. Elle a hoché la tête. Les résultats de l'ADN sont arrivés il y a 3 mois. Richard s'est tourné vers elle. 3 mois? Victoria a baissé la voix. Richard? Tu m'as dit qu'elle était morte. Emma a tressailli. Moi aussi. Victoria a jeté un coup d'œil autour du restaurant. Ce n'est pas l'endroit. Richard a poussé un petit rire incrédule. Ou préférerais-tu que j'apprenne que ma fille est vivante? Un serveur est apparu tenant des menus. A jeté un coup d'œil à la table et a discrètement battu en retraite. Dans d'autres circonstances, j'en aurais peut-être ri. Au lieu de cela, Emma s'est assise, et moi aussi. En face de nous se trouvaient 2 personnes plus jeunes. Le garçon s'est présenté comme Preston, 20 ans, soigné, montre coûteuse. Il a regardé Emma comme si elle s'était présentée pour contester une contravention de stationnement qu'il croyait lui appartenir. La fille à côté de lui était Sophie, 18 ans. Elle a souri nerveusement. Salut.
Emma lui a adressé un petit sourire en retour. Salut. Victoria a repris le contrôle. Elle a expliqué la partie de l'histoire qu'elle considérait apparemment comme acceptable de raconter. En public. Quand Emma était née. Victoria était mariée à Richard depuis moins de 2 ans et elle avait eu une liaison. Elle ne savait pas qui était le père d'Emma. Elle craignait que si Richard découvrait la liaison, son mariage ne prenne fin et elle ne soit exclue de la famille Caldwell. Donc, tu m'as abandonné? A demandé Emma. L'expression de Victoria s'est tendue. J'ai arrangé les choses pour que tu restes avec quelqu'un en qui j'avais confiance pendant que je réfléchissais. Tu as réfléchi pendant 18 ans? Emma, non, je demande. Victoria avait l'air mal à l'aise. C'est bon. Elle était censée prendre soin de toi, a-t-elle dit. Je ne savais pas que la situation s'était détériorée. Je me suis penché en avant. Vous ne le saviez pas parce que vous avez arrêté de vérifier. Victoria m'a regardé. Son visage a à peine bougé, mais j'ai pu deviner que j'avais touché juste. J'étais jeune, a-t-elle dit. J'ai failli rire. Elle avait 29 ans. À 29 ans, j'avais un prêt immobilier. Un travail à temps plein et assez de bon sens pour savoir qu'on ne perd pas la trace d'un enfant. Parce que l'âge adulte semble peu pratique. J'ai gardé cette pensée pour moi pour l'instant. Richard avait l'air malade. Tu m'as dit que le bébé n'avait pas survécu. Victoria a chuchoté, j'avais peur. De moi. De tout perdre. Richard l'a fixé. Et voilà. La première chose honnête que quiconque avait dite de toute la soirée. Preston a bougé sur sa chaise. On ne peut pas éviter ça ici? Richard a aboyé, personne ne t'a rien demandé. Cela l'a fait taire pendant environ 3 minutes. Le dîner est arrivé, bien que je ne me souvienne pas l'avoir commandé. Emma a à peine touché au sien. Victoria a parlé de famille, d'erreur et de seconde chance. Puis elle a commencé à parler de la maison. Elle est entièrement meublée, a-t-elle dit. Tu pourrais emménager quand tu veux. Emma a levé les yeux. Pourquoi irais-je à Lake Forest? Cela te donnerait le temps de faire connaissance avec tout le monde. Je cherche un travail. Nous pouvons t'aider pour ça. Preston a marmonné quelque chose dans sa barbe. Emma l'a entendu. Quoi? Il s'est en arrière. Rien. Dis-le. Il l'a regardé. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'ADN que tout change. Emma a cligné des yeux. Je n'ai rien demandé pour que ça change. Tu n'as pas à le faire. Richard a posé sa fourchette. Preston. Quoi? Tout le monde y pense. Sophie a froncé les sourcils. Non. C'est faux. Victoria est intervenue rapidement. C'est difficile pour tout le monde. Emma l'a regardé. Pourquoi maintenant? Victoria a joint ses mains. Parce que maintenant nous connaissons la vérité. Tu es de la famille. Sophie, qui déchirait tranquillement un petit pain en minuscules morceaux, a dit. Et grand-père est en train de modifier le fiducie. Toute la table s'est figée. Victoria s'est retournée brusquement. Sophie. Sophie avait l'air confuse. Quoi? Tu n'as pas besoin de discuter de ça. Tu as dit que tout le monde était au courant. Preston a fermé les yeux.
Richard a fixé Victoria. Emma a regardé de Sophie à Victoria. Quelle fiducie? Victoria a souri trop vite. Affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec ce soir. Emma n'a pas répondu. Mais je connaissais ce regard. Elle l'avait classé. De retour à l'hôtel, la dispute que j'avais essayé d'éviter a finalement eu lieu. Emma a posé les clés sur la commode. Puis elle a dit, une partie de moi veut la maison. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardé. Est-ce que cela fait de moi une horrible personne? Non. Elle a attendu. Cela fait de toi une jeune femme de 22 ans. Cela a arraché un demi-sourire. Puis elle s'est assise sur le lit. Je veux le connaître. En parlant de Richard. Elle a hoché la tête. Et Sophie. Je me suis assise en face d'elle. C'est juste. Et je veux savoir à quoi ressemble cette vie. Voilà. La partie qui faisait mal. Emma a continué. J'ai passé 4 ans à vérifier mon compte en banque avant d'acheter des courses. Tu as passé toutes. Mon enfance a t'inquiété des factures. Je sais que ce n'est pas tout. Maman, mais je mentirais si je disais que l'argent ne compte pas. Ne confonds pas l'argent et la famille. Dès que je l'ai dit, j'ai su que mon ton n'était pas le bon. Emma l'a entendu aussi. Je ne confonds pas. On dirait bien que si. Ses yeux se sont durcis. Et tu as l'air d'avoir déjà décidé de ce que j'ai le droit de ressentir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas à me faire culpabiliser parce que je suis curieuse. J'essaie de te protéger. De quoi? De savoir d'où je viens? Non. Des gens qui ont soudainement décidé que tu comptes. Emma s'est levée. Puis elle a prononcé la seule phrase qu'elle a regrettée avant même d'avoir fini sa phrase. Tu as eu 18 ans avec moi. Silence. Elle s'est mis la main sur la bouche. Maman? Je ne voulais pas dire. Je me suis levé. Je sais. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. Pas claqué, juste fermé. Je me suis assise sur le couvercle des toilettes avec une serviette dans les mains. Car apparemment les salles de bain d'hôtel sont l'endroit où les femmes de 57 ans vont quand elles ne veulent pas que leurs filles adultes les entendent pleurer. Quelques minutes plus tard. Emma a frappé. Je suis désolé. J'ai essuyé mon visage. Je sais. Et je le savais. Elle était perdue. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai posé une question à Victoria avant qu'elle ne quitte l'hôtel. Quand avez-vous su pour la première fois qu'Emma était vivante? Elle a marqué une pause. Il y a des années. Combien? Son expression s'est refroidie. Est-ce que cela importe vraiment maintenant? Je l'ai regardée. Oui. Elle n'a pas répondu. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Une femme s'est présentée comme Margaret Sloan, avocate de Charles Caldwell. Je crois qu'il y a des informations que vous et Emma devriez voir avant qu'elle ne prenne des décisions. Je me suis tenu près de la fenêtre de l'hôtel. Quelles informations? Il y a eu une pause. Puis Margaret a dit, des photographies. Margaret Sloan n'a pas commencé par une explication. Elle a posé une photographie sur la table.
Je savais exactement quand elle avait été prise. Emma avait 11 ans, elle faisait du vélo chouine violet dans notre allée à Columbus. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval de travers. Et il y avait un plâtre vert vif sur son poignet gauche. J'ai ramassé la photo. C'était l'été où elle s'était cassé le poignet. Emma s'est penchée plus près. Tu te souviens de ça? Tu as essayé de sauter un trottoir parce que Tyler Benson avait dit que les filles ne pouvaient pas le faire. J'ai réussi le trottoir. Tu as aussi réussi les urgences. Dans d'autres circonstances. Emma aurait ri. Elle ne l'a pas fait. Margaret a placé une autre photographie à côté. Moi portant des sacs Crochet de ma vieille Honda. Une autre montrait Emma assise sur notre porche mangeant de la glace. Puis une de nous quittant la maison tôt un matin. Emma avait son sac à dos. Je tenais une tasse de voyage et semblais ennuyé par quelque chose. Des dates et des heures étaient imprimées au bas, toutes du même été. Emma a fixé Margaret. Qui a pris ces photos? Margaret a joint ses mains. Un détective privé. Qui l'a engagé? Margaret l'a regardé directement. Victoria Caldwell. Emma n'a pas bougé. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Tu es en train de me dire que cette femme avait quelqu'un qui surveillait ma maison? Oui. Combien de temps? La surveillance elle-même semble avoir duré plusieurs jours. L'enquête a été plus large. Emma a ramassé la photographie d'elle-même sur le vélo. Elle savait. Margaret a hoché la tête. Elle savait où vous étiez. Quand tu avais 11 ans. J'ai poussé ma chaise et me suis levé parce que rester assise me semblait soudain impossible. Pendant 7 ans, Victoria avait su. Elle connaissait l'adresse d'Emma, son école, mon nom. Elle avait des photographies et elle était restée à l'écart. Puis je me suis souvenu d'un détail. Une voiture grise. Emma m'a regardé. Quoi? Notre voisine Carole avait l'habitude de se plaindre d'un homme assis dans une berline grise au bout de la rue. Le souvenir est revenu lentement. Carole Jensen vivait à côté depuis 12 ans et considérait tout dans un rayon d'un demi-mile comme ça. Juridiction personnelle. Elle m'avait un jour appelé au travail parce qu'Emma avait laissé son vélo sur la pelouse. Si un homme étrange s'était assis devant notre maison, Carole l'aurait remarqué. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Diane, bon sang, je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis Noël. Après 2 minutes d'explication, j'ai posé des questions sur la voiture. Carole est devenue silencieuse. Ce type des assurances? Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Quel type des assurances? L'homme dans la berline grise. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il a dit qu'il enquêtait sur une réclamation d'assurance. Emma a fermé les yeux. Tu te souviens de lui? Bien sûr que je me souviens de lui. Il s'est garé devant ma boîte aux lettres. C'était Carole. Espionner mon enfant, apparemment, ça allait, mais bloquer sa boîte aux lettres. C'était ce qui valait d'être mémorisé pendant 11 ans. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Margaret a ouvert une autre section du dossier. Il y a autre chose. Elle a montré à Emma un courriel imprimé. C'était de Victoria au détective. Il y avait des rapports joints sur notre foyer, mais une phrase était surlignée. Elle a l'air heureuse. Ne la contactez pas. Emma l'a lu. Puis l'a relu. Elle a vu ses photos? Oui. Et c'était sa réponse? Margaret a hoché la tête.
Emma a repoussé la page. Pour la première fois depuis la remise des diplômes. J'ai vu une vraie colère remplacer la confusion. Pas de cris, pas de larmes, juste de la colère. Elle aurait pu remonter l'allée. Je me suis assise à côté d'elle. Je sais. Margaret a expliqué que Victoria avait vérifié qu'Emma allait bien plus d'une fois au fil des ans. Pas continuellement, juste assez pour savoir où elle était et qu'elle était en sécurité. À chaque fois, elle s'était arrêtée juste avant le contact. Emma a demandé pourquoi. Margaret a pesé ses mots avec soin. Parce que la reconnaître aurait soulevé des questions sur votre naissance, son infidélitude. Et ce qu'on avait dit à Richard. Donc, j'étais gênante. Margaret n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Ensuite, nous en sommes arrivés à l'argent. Heureusement, Margaret l'a expliqué en anglais simple. Charles Caldwell, le père de Richard, âgé de 82 ans, avait bâti la fortune familiale grâce à la logistique et à l'immobilier commercial. Il contrôlait une grande fiducie familiale bénéficiant à ses descendants. Des tests ADN récents avaient établi hors de tout doute que Richard était le père biologique d'Emma. Cela faisait d'Emma la petite-fille biologique de Charles. En même temps, Charles examinait qui aurait de l'influence sur les actifs familiaux à l'avenir. Victoria et Preston poussaient pour obtenir plus de contrôle. Des retrouvailles publiques avec Emma pouvaient faire passer Victoria pour la personne qui avait restitué la famille plutôt que pour celle qui avait caché l'un de ses membres pendant 22 ans. Emma a fixé les clés de la maison sur la table. Donc, la maison est un pot de vin. Je ne peux pas vous dire ce que Victoria avait l'intention de faire émotionnellement, a dit Margaret. Emma a poussé un petit rire fatigué. Vous êtes vraiment avocate. Margaret a presque souri. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne devez de coopération à personne. J'ai attendu qu'Emma sorte pour prendre un appel. Puis j'ai fait une erreur. Est-ce qu'elle peut tout refuser, ai-je demandé à Margaret. La maison, la fiducie, tout? Oui. Mais vous me demandez de prendre ma décision à votre place. Emma se tenait sur le pas de la porte. Je me suis retourné. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça en avait tout l'air. Je m'inquiète pour toi. Victoria aussi. Apparemment. Tout le monde s'inquiète pour moi tant qu'ils peuvent décider de ce que je dois faire. C'est injuste. Emma m'a dévisagé, puis a dit doucement, « Maman ». Elle essaie de me dire qui je suis censé être. Tu n'as pas le droit de faire ça non plus. Ça faisait mal parce qu'elle avait raison. Je me suis assise. Tu as raison. Emma a eu l'air surprise. J'ai passé 18 ans à t'apprendre à penser par toi-même. Ai-je dit. Je n'ai pas le droit de me plaindre parce que tu as effectivement appris. Ses épaules se sont détendues. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu n'as pas besoin de le savoir aujourd'hui. Ce soir-là, Preston lui a envoyé un texto. Elle me l'a montré, tu penses que ma mère t'a acheté cette maison parce qu'elle te manquait? Emma a tapé, qu'est-ce que tu penses? Sa réponse est venue rapidement. Je pense que tout le monde t'aime soudainement parce que grand-père est en train de réécrire les choses. Y compris toi, Emma. Il y a eu une longue pause. Je ne le connais pas, a dit Emma sans humour. Elle a tapé, enfin quelque chose d'honnête. Le lendemain matin, Victoria a appelé. Elle organisait une réception 2 jours plus tard dans un hôtel de luxe à Oakbrook. Famille, associés, amis de longue date. Elle voulait présenter Emma correctement. Je m'attendais à ce qu'Emma refuse. Au lieu de cela, elle a ouvert le dossier de Margaret.
Elle a fixé cette photo d'elle-même sur le vélo violet. Puis elle a glissé les clés de la maison dans son sac à main. Tu n'es pas obligé d'y aller. Ai-je dit. Je sais. Alors pourquoi tu y vas? Elle a regardé la photographie à nouveau. Parce que j'ai une question. Quelle question? Emma m'a regardé. Quand elle m'a vu à travers cet appareil photo il y a 11 ans. Elle a glissé la photographie dans son sac. Pourquoi elle n'est pas sortie de la voiture? La réception s'est déroulée dans un hôtel d'Oakbrook dont le hall présentait des orchidées fraîches. Des sols en marbre et des chaises qui avaient l'air trop chères pour qu'on s'assoie vraiment dessus. Victoria avait qualifié cela de petit rassemblement familial. Il y avait au moins 60 personnes. Cela m'a dit exactement quel genre de soirée elle avait planifié. Des associés d'affaires, des amis de la famille. 2 hommes que Margaret a discrètement identifiés comme des administrateurs. Un photographe se déplaçait dans la pièce pour prendre des photos de personnes faisant semblant d'eux. Ne pas le remarquer. Emma s'est penchée vers moi. Petit. Peut-être que les milliardaires comptent différemment. Cela lui a arraché un sourire rapide. J'en avais besoin parce que j'étais assez nerveuse pour nous deux. Victoria est apparue dans une robe bleu pâle et a embrassé Emma sur la joue avant qu'Emma n'ait le temps de réagir. Tu es magnifique. Puis elle m'a jeté un coup d'œil. Diane, je suis contente que tu sois venue. Je n'aurais pas manqué ça. Son sourire s'est tendu. Richard se tenait près du bar. Il avait l'air fatigué. Il a serré Emma maladroitement dans ses bras lorsqu'elle s'est approchée. Puis l'a interrogée sur son vol de retour vers l'Ohio comme si discuter de projets de voyage pouvait, d'une manière ou d'une autre, rendre le reste normal. Sophie est restée près d'Emma. Preston est resté aussi loin que possible. Vers 20h, Victoria a tapoté une cuillère contre sa coupe de champagne. Les conversations se sont arrêtées. Il y a des moments dans chaque famille, a-t-elle commencé, où l'on nous offre l'opportunité de guérir quelque chose que nous pensions perdu à jamais. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle parlait magnifiquement. Je lui accorde cela. Elle a parlé de circonstances douloureuses, d'années de séparation et de seconde chance. Pas une seule fois elle n'a dit « j'ai abandonné ma fille ». Au lieu de cela, Emma avait été emportée par les circonstances comme une valise envoyée au mauvais aéroport. Puis Victoria a fait un geste vers moi. Je serai toujours reconnaissante à Diane d'avoir offert à Emma la stabilité pendant les années où les circonstances nous ont tenus éloignés. Plusieurs personnes m'ont regardé et ont souri. J'ai eu envie de demander si 18 ans de maternité venaient avec une plaque. Je ne l'ai pas fait. Victoria a continué. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à choisir entre la famille qui a pris soin de lui et la famille à laquelle il est né. Cela m'a encore plus dérangé parce que cela semblait généreux. Mais sous-jacent était l'hypothèse qu'Emma appartenait à Victoria. Ensuite, un homme a apporté le dossier en cuir contenant les documents de la propriété de Lake Forest. Victoria a remis le dossier à Emma. C'est ta maison quand tu seras prête. Les gens ont applaudi. Emma a accepté le dossier. Victoria a eu l'air soulagée. Puis Emma a dit, « Je peux dire quelque chose ?» Bien sûr. Victoria lui a tendu le micro. Emma l'a tenu à 2 mains. J'ai en fait une question. Le sourire de Victoria est resté en place. N'importe quoi. Emma l'a regardé. Quelles circonstances? Victoria a cligné des yeux. Pardon? Vous avez dit que les circonstances nous avaient tenus éloignés. La pièce est devenue silencieuse. Quelles circonstances? Victoria a poussé un doux rire. Emma, chérie,
ce n'est probablement pas le moment de revisiter chaque détail douloureux. Emma a regardé autour de la salle de bal. Vous avez invité 60 personnes et un photographe pour annoncer que je suis rentré à la maison. Je pense que vous en avez fait le moment. Quelqu'un près du fond a toussé. Le sourire de Victoria a disparu. Emma a continué. Quand avez-vous su pour la première fois où j'étais? Victoria a baissé la voix. Nous en avons discuté. Non. Vous l'avez évité. Richard avait cessé de regarder Emma. Il surveillait sa femme. Emma a demandé à nouveau. Quel âge avais-je? Victoria a pris une inspiration. 11 ans. Un murmure a circulé dans la pièce. Emma a plongé la main dans son sac et a sorti la photographie. Êtes-vous venu me voir? Victoria n'a pas répondu. Avez-vous appelé? Emma. Droit dans les yeux. Rien. Demandez si j'avais besoin de quelque chose? Le visage de Victoria s'est durci. Tu étais en sécurité. Emma a levé la photographie. Vous le saviez parce que vous avez payé quelqu'un pour me surveiller. Richard s'est avancé. Quoi? Victoria s'est tournée vers lui. Richard? S'il te plaît. Tu l'as fait suivre? J'avais besoin de savoir qu'elle allait bien. Emma a dit, alors pourquoi vous n'avez pas frappé à la porte? Victoria l'a regardé. Pendant un moment, elle n'a pas eu de réponse polie prête. Puis elle en a trouvé une. J'ai vu que Diane t'avait offert une vie stable. J'ai cru que perturber cela aurait été égoïste. J'ai failli admirer le culot qu'il fallait pour dire cela. Emma n'a pas élevé la voix. Alors pourquoi perturber cela maintenant? Parce que les choses sont différentes. Comment? Maintenant. Nous connaissons la vérité. Quelle vérité? La frustration de Victoria s'est affichée. Que tu es la fille de Richard. Tu es une Caldwell. Emma a hoché la tête lentement. J'étais la fille de Richard quand j'avais 11 ans. Cela a frappé plus fort que tout. Elle aurait pu crier. Richard a détourné le regard. Victoria a jeté un coup d'œil vers les invités, clairement consciente que le contrôle lui échappait. Puis Preston a parlé près du bar. On peut arrêter de faire semblant que ça ne concerne pas le fiducie de grand-père? Victoria s'est retournée brusquement. Preston. Quoi? Assez. Non. J'en ai marre que tout le monde fasse comme si c'était des retrouvailles Hallmark. Richard a dit, Preston. Reste en dehors de ça. Mais Preston avait passé plusieurs jours à ruminer, et apparemment il avait atteint sa limite. Il a désigné Emma. Maman a dit que la ramener montrerait à grand-père que la famille était unie. Sophie l'a dévisagé. Emma est devenue très immobile. Victoria a dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Preston a ri. Sérieusement? Arrête de parler. Pourquoi? Tu étais celui qui paniquait parce que grand-père réécrivait tout. La pièce était devenue complètement silencieuse. Victoria s'est tournée vers Emma. Il ne comprend pas de quoi il parle. Emma a regardé vers Margaret. Margaret s'était tenue tranquillement près des représentants de Charles Caldwell.
Elle n'a pas fait de discours. Elle a simplement dit. Le bureau de Monsieur Caldwell possède des registres établissant quand Madame Caldwell a localisé Emma et les enquêtes subséquentes. La main de Victoria a bougé. Le champagne a débordé du bord de son verre et a coulé sur ses doigts. Elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir. C'est déformé, a dit Emma. Alors détrompe-toi. J'essayais de faire ce qu'il y avait de mieux. Pour qui? Pour tout le monde. Emma a attendu. Victoria a regardé autour de la pièce, vers Richard, vers Preston, vers les administrateurs. Puis quelque chose en elle a fini par craquer. Vous ne comprenez pas ce qui était en jeu. Emma n'a rien dit. La voix de Victoria a monté. J'essayais de protéger cette famille. Silence. Emma l'a regardé directement. De moi? Le visage de Victoria a changé. Elle a immédiatement su ce qu'elle venait de dire. Richard s'est avancé. Tu m'as dit que ma fille était morte. Richard. Puis tu l'as trouvée. Je peux expliquer. Tu as trouvé ma fille. Sa voix était calme maintenant et l'a laissée là. Victoria s'est tournée vers moi. C'est ce que tu voulais. N'est-ce pas? Je l'ai fixé. Tu l'as empoisonné contre moi. C'était la première fois de toute la soirée que je sentais le besoin de répondre. Je n'ai pas eu à le faire. Elle a ouvert la bouche. J'ai ajouté, vous avez eu 11 ans pour vous présenter. Cela a mis fin à la discussion. Victoria a regardé Emma. La maison est toujours à toi. Quoi que tu penses de moi, je le pensais vraiment. Emma a levé le dossier. Sans condition? Victoria a hésité. Il y avait 60 personnes qui regardaient. Oui. Emma a hoché la tête. Bien. Elle a gardé le dossier et les clés. Même moi. Je ne m'y attendais pas. Sur le trajet du retour vers notre hôtel, aucune de nous n'a parlé pendant près de 10 minutes. Finalement, j'ai posé la question, tu gardes la maison? Emma a observé les lumières le long de l'île 88 défiler par sa fenêtre. Je garde ce qu'elle m'a donné. Puis elle s'est tournée vers moi. Ça ne veut pas dire qu'elle obtient ce qu'elle voulait. Emma n'a pas emménagé dans la maison de Lake Forest. Elle n'a pas non plus rendu les clés. Pendant les 2 mois suivants, elle a fait quelque chose de beaucoup moins dramatique. Elle a engagé un avocat et un conseiller fiscal. C'est à ce moment-là que j'ai su que je l'avais bien élevée. Victoria avait transféré la propriété sans condition. Une fois que l'avocat d'Emma a confirmé cela, Emma a décidé de la vendre. Un soir à ma table de cuisine à Columbus, elle a fermé son ordinateur portable et a dit « J'ai besoin que tu ne me juges pas. » Cela signifie généralement que je suis sur le point de te juger. Maman? Dresse tes boucliers. D'accord? Vas-y. Je garde une partie de l'argent. Je l'ai fixé. Bien sûr que tu le fais. Elle a cligné des yeux. Tu n'es pas déçu? Emma? Tu as passé 4 ans à acheter des céréales génériques parce qu'elles étaient 40 cents moins chères. Tu as le droit d'avoir des économies. Elle a ri, puis est devenue sérieuse. Je ne veux pas tout donner juste pour prouver que Victoria ne m'a pas acheté. Alors ne le fais pas. Cela a semblé la soulager plus que je ne l'aurais cru.
Après la vente, les taxes, les frais et les conseils professionnels. Emma a pris des décisions sensées. Elle a remboursé ce qui restait de ses frais d'études. A investi une partie de l'argent et s'est créé un coussin financier dont la plupart des jeunes de 22 ans ne pouvaient que rêver. Elle a également fait un don substantiel à une organisation à but non lucratif établie dans l'Ohio, qui aidait les jeunes sortant du système de placement familial avec les dépôts de logement, le transport et les frais de scolarité. Plus tard, elle m'a dit qu'elle voulait créer une bourse. La bourse Mercer? Elle a souri. Je ne demandais pas ton avis. Emma, tu n'as pas le droit de te disputer au sujet de quelque chose qui porte ton nom. J'ai tout à fait le droit. C'était une dispute que je ne regrettais pas d'avoir perdue. La situation avec les Caldwell était plus compliquée. Emma n'a pas coupé les ponts avec Richard. Je l'ai respecté pour cela. Les premières fois qu'ils se sont rencontrés, ils savaient à peine quoi se dire. Il ne pouvait pas compenser 22 ans avec des dîners coûteux. Et à sa décharge, il n'a pas essayé. Il a répondu aux questions, même les plus laides. Pourquoi n'avait-il pas davantage interrogé Victoria? Pourquoi avait-il accepté que son bébé soit mort sans voir assez de preuves? Certaines de ses réponses n'étaient pas satisfaisantes, mais elles étaient honnêtes. Emma a également continué à parler à Sophie. Preston était une autre affaire. Il a arrêté de lui envoyer des messages hostiles après la réception. Un mois plus tard, il a envoyé un texto à Emma, « Pour ce que ça vaut, maman a menti à nous tous. » Emma me l'a montré. Tu réponds? Elle a réfléchi, puis a tapé, « Pour ce que ça vaut. » Je le sais. C'était tout. Emma a gardé le nom de Mercer. Richard lui a un jour demandé avec précaution si elle avait déjà envisagé d'ajouter Caldwell. Elle lui a dit que Mercer figurait sur chaque bulletin scolaire, chaque diplôme, chaque autorisation signée par maman. Je le garde. Richard a hoché la tête. Je comprends. Charles Caldwell était différent de ce que j'avais imaginé. Au moment où je l'ai rencontré, il avait 82 ans et marchait avec une canne. La richesse ne l'avait pas protégé de l'arthrite, des appareils auditifs ou de la frustration de mettre 5 minutes à traverser une pièce qui en prenait autrefois 30. Il n'a pas offert de chèque à Emma. Il l'a interrogée sur le génie biomédical. Il a demandé où elle voulait travailler. Puis il m'a demandé à quoi ressemblait Emma enfant. Cette question a changé l'atmosphère de la pièce parce que j'avais 18 ans de réponse. Lui n'en avait aucune. Elle détestait les petits pois. Ai-je dit. Elle adorait les orages jusqu'à l'âge de 8 ans. Elle s'est cassé le poignet en prouvant qu'elle pouvait sauter un trottoir à vélo. Charles a souri. Puis ses yeux se sont emplis de larmes. J'ai détourné le regard pour lui accorder un peu de dignité. Plus tard, Margaret a raconté à Emma que Charles avait retiré à Victoria tout rôle consultatif impliquant les fiducies des petits-enfants. Je n'ai jamais demandé ce que cela lui avait coûté. À ce moment-là, l'argent semblait la chose la moins importante que Victoria avait perdue. Richard s'est séparé d'elle. Ce n'était pas la vengeance d'Emma. Ce n'était pas la mienne. C'était simplement ce qui se produisait lorsqu'un mensonge de 22 ans devait enfin vivre au grand jour. Victoria est restée riche. Elle avait toujours des maisons, des voitures et plus d'argent que je n'en comprendrai jamais. Mais elle ne contrôlait plus l'histoire. Quelques semaines plus tard, elle est venue chez moi. Pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste Victoria debout sur mon porche à Columbus. J'aimerais qu'on se parle en privé. Je suis sorti. Elle avait l'air fatiguée. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait peut-être s'excuser. Au lieu de cela, elle a dit, « Tu as de l'influence sur Emma. » J'ai failli sourire. Je suis sa mère.
Bien sûr que j'en ai. Alors parle-lui. De quoi? Elle prend des décisions permanentes parce qu'elle est en colère. Elle a l'air plutôt calme pour moi. Victoria a expiré. Elle tourne le dos à sa famille. Non. Elle décide ce que la famille signifie pour elle. Tu ne comprends pas. Encore cette phrase. Puis Victoria a dit quelque chose qu'elle n'avait probablement pas planifié. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de perdre 18 ans avec ton enfant. Je l'ai fixé. Personne ne vous a volé ces années. Elle s'est arrêtée. Vous saviez où elle était. Victoria a regardé vers la rue. Vous n'êtes tout simplement pas venu. Pour une fois. Elle n'avait rien à dire. Je n'étais pas intéressé par l'humilier. Je n'étais pas intéressé par gagner. J'avais juste besoin qu'une limite soit parfaitement claire. Quelle que soit la relation qu'Emma entretiendra avec vous à partir de maintenant. C'est sa décision, pas la vôtre, pas la mienne. Puis je suis rentré. Des mois plus tard, Emma est rentrée à la maison pour un week-end. En l'espace de 5 minutes, elle avait ouvert mon réfrigérateur. Maman, pourquoi tu achètes encore cette horrible crème pour le café? Parce qu'apparemment. 5 millions de dollars ne peuvent pas améliorer tes manières. Elle a ri. C'était exactement le même rire que lorsqu'elle avait 16 ans. Pendant le dîner, elle m'a confié qu'elle avait reçu 2 offres d'emploi solides. L'une d'elles la rapprocherait de l'Ohio. Ne va surtout pas choisir en fonction de moi. Emma a souri. Tu vois. C'est toute la différence. Entre quoi? Tu as toujours voulu que je construise ma propre vie. Elle a poussé son assiette. Victoria voulait que je devienne utile dans la sienne. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter à cela. Charles a visité Columbus plus tard cette année-là. Au moment de partir, il m'a serré la main. Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir élevé ma petite fille. J'ai pensé laisser passer. Au lieu de cela, j'ai souri. Monsieur Caldwell, je n'ai pas élevé votre petite fille. Il a eu l'air confus. J'ai élevé ma fille. Pendant des années, j'ai cru que la maternité se mesurait principalement au sacrifice. L'argent dépensé, le sommeil perdu, les choses abandonnées en silence. Emma m'a enseigné le contraire. Elle ne se souvenait pas de la moitié de ses sacrifices. Ce dont elle se souvenait, c'est de qui était resté. Et lorsqu'elle est devenue assez grande pour choisir sa propre vie. Mon rôle n'était pas de faire le choix à sa place. C'était de faire confiance à la femme que j'avais élevée. Si vous avez déjà appris que la famille peut signifier plus que le sang. J'aimerais savoir ce que cela a signifié dans votre vie. Parfois, la personne qui reste est celle qui le mérite.